What's Up, le podcast zéro émission par Automobile Propre. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de What's Up, un épisode où j'ai réuni autour de moi nos experts, consultants et youtubeurs habituels que vous connaissez maintenant très bien, tous spécialistes et utilisateurs au quotidien de voitures électriques. Aujourd'hui, nous allons nous interroger sur la baisse des ventes des voitures électriques et plus largement sur différents signaux qui semblent montrer que les vents ne sont pas très favorables à ce secteur depuis quelques mois. Avec aujourd'hui Jean-Christophe Gignac. Bonjour Jean-Christophe. Salut Eric, salut tout le monde. De la chaîne EV. Charles Rivoire de WeLike et de la chaîne YouTube du même nom. Salut Charles. Salut. Et puis Johan Dessal de Tlucky Conseil. Bonjour Johan. Et enfin Sébastien Gall de Green Mobility Solutions. Salut Sébastien. Salut tout le monde, salut. Allez, on y va tout de suite. La question du jour, c'est est-ce qu'il faut s'alarmer du contexte actuel autour de la voiture électrique, Sébastien ? Ouais, alors faut-il s'alarmer on va peut-être pas tirer les sonnettes tout de suite, mais parce que vous savez que le marché, en règle générale, est pas vraiment au beau fixe. Ensuite, on connaît une hausse, et puis cette hausse, elle a peut-être un petit peu de plomb dans l'aile, mais bon, ça reste une baisse de la hausse, j'ai envie de dire. Donc globalement, le marché en Europe, il est de moins 3% en mai. Donc forcément, c'est tout véhicule confondu, quoi. D'accord. Par contre, il y a des disparités suivant les pays. En Belgique, on est à 26,8% des parts de marché pour l'électrique, donc ça cartonne. En France, on est à 16,9% en mai contre 15,6% des parts de marché en mai 2023. Donc ça augmente quand même. Ça augmente seulement d'un point, quoi. Ça augmente moins, quoi. Voilà. La Norvège, là, c'est une catastrophe. On était à 80,7% des parts en mai 2023 et on tombe à 77% des parts. Vous vous rendez compte ? 80 à 77. Bon, alors est-ce que c'est la peine de s'alarmer ? C'était les plus hautes marches, c'était en Norvège. C'est surtout qu'il y a l'Allemagne qui plombe les chiffres, qui passe de 17,3% à 12,6% de part de marché pour l'électrique. Et puis sinon, les pays du Sud, c'est carrément Espagne, Portugal, Italie, eux, ils dépassent pas les 5%, quoi, hein, ils arrivent à 3-4%. Voilà. Donc il y a plusieurs explications, hein, mais on a par exemple, moi j'en vois 6, on a les hybrides simples qui augmentent, les parts de marché des hybrides simples. Donc forcément, peut-être que des gens hésitent entre une électrique, ils osent pas passer le pas, puis finalement ils passent par l'hybride. Hein, c'est un petit peu une période de transition, quoi. C'est un peu comme le mec qui veut arrêter de fumer, d'un coup il osera pas, il passe à la cigarette électronique, quoi. On a la suppression Très bonne image. du bonus allemand aussi. Alors forcément, l'Allemagne, on voit que c'est eux qui plombent les chiffres, mais ils ont supprimé la baisse, ils ont supprimé le bonus d'un coup en 2023. Et puis il faut voir aussi que nous, nos bonus, ils ont diminué aussi, hein. Moi, je me souviens d'une époque où, au bout de 6 mois, tu pouvais reprétendre à un bonus, puis c'est passé à 1 an, où tu pouvais refaire le coup de la prime à la conversion tous les ans si tu voulais, puis maintenant c'est 3. Donc si tu veux, il y a aussi cette dynamique-là qui est un petit peu passée, je pense, quoi, hein. C'est qu'à un moment, tu pouvais booster un petit peu le marché, hein, entre 2018 et 2024, j'ai acheté 3 VE. Maintenant, je vais me calmer un petit peu, hein, peut-être, hein. J'en ai changé tous les 2 ans. Maintenant, ça va plus être pareil. Donc, je pense aussi que voilà, il y a des gens je pense aussi ça, c'est un peu comme le vélo aussi. Le vélo assistance électrique, tu vois. C'est quand même un sacré investissement. Les bagnoles, elles coûtent 40 000 euros en moyenne. Donc, ceux qui pouvaient s'équiper, ils se sont équipés. Le mec qui a acheté un vélo électrique à 5000 balles, il va pas en changer tous les 2 ans, quoi, hein. Donc il y a peut-être cet essoufflement-là aussi, peut-être, je pense. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, Voilà. on est arrivé à un taux d'équipement des primo-adoptants qui ont fait le plein et maintenant on va arriver dans une espèce de courbe, de creux dans la courbe, avant un redémarrage peut-être plus grand public avec des voitures moins chères qui vont arriver comme la Citroën IC3 et la Renault 5 notamment. Enfin bon, ça fait 2 ans qu'on dit qu'ils vont arriver, mais ils vont peut-être finir par arriver un jour. Et Tu puis, me fais une bonne transition avec mon point 4, c'était l'attentisme justement, face à ces annonces de VE moins chères. Donc on nous dit qu'on nous promet des VE. Renault qui nous promettait une R5 à 25 000 euros, ils nous la sortent à 35 000. Si ça se trouve, il y a des gens qui étaient prêts à acheter cette année là maintenant, puis qui vont remettre ça à l'année prochaine. Voilà. Moi,
pour mon cas, je miroite un petit peu sur la modèle A de Tesla aussi. Quand c'est qu'il va sortir, donc tous les gens qui peut-être hésitaient à acheter un Y par exemple, parce qu'on peut en reparler aussi du Y qui a baissé, et ben ils attendent peut-être un modèle moins cher, quoi. Voilà. La date de 2035 aussi, on parlait un petit peu électoralisme tout à l'heure avant de commencer le podcast. Elle est souvent remise en cause. Alors elle est mal comprise déjà. Les gens ils n'arrêtent pas de dire ouais 2035 plus de voitures thermiques. On dirait que on va leur faire péter leur bagnole. Non, c'est plus de véhicules thermiques neufs quoi. Je veux dire il y a encore les 40 millions de bagnoles qui roulent voilà. Et les occasions qui continueront à se vendre, etc. Et des véhicules qui auront 1 an, qui auront 2 ans. Bon, Bien sûr, donc tu pourras très bien acheter une voiture thermique en 2035. Alors je sais pas la date si c'est le 1er janvier ou le 31 décembre, c'est jamais précisé ça, mais ça doit être le 31 décembre 2035 ou le 1er janvier, je sais pas. Bref, si tu achètes une voiture neuve 2 jours avant la fin de la vente des voitures thermiques, bah, tu peux acheter une très belle voiture neuve thermique. Si tu as les moyens, tu peux même acheter un V6 ou un V8 qui existera sûrement encore et le garder pendant 20 ans. Donc qui sera collector. Et qui sera collector après, effectivement. Voilà. Donc je pense que les gens ils sont confrontés à des sons de cloche contradictoires et du coup ils savent pas sur quel pied danser. Ils disent ouais ça va être mis en cause. On parle d'une clause je sais plus comment ça s'appelle en 2026 là, de révision. De revoyure. De revoyure, voilà. Mais bon, voilà. Donc les gens savent pas trop. Et puis je pense aussi il y a une part de déçus qui reviennent au thermique. Pourquoi c'est déçu? Je pense parce que on a fait tellement de battage là sur l'électrique que les gens ils achètent ça comme ça sans réfléchir et qu'après ça correspond peut-être plus à leurs usages et du coup bah ils en veulent plus alors ils vont pas en racheter une derrière. Tandis que nous primo accédants, hein, voilà, nous on a connu, on savait à quoi on s'attendait et du coup, ben on est content d'en racheter une derrière. Mais le gars qui achète ça et qui a rien changé à ses usages et qui était pas préparé, peut-être que voilà, il va se dire bon bah c'est bon, c'est pas au point, j'arrête. Et puis du coup, bah il reprend une thermique derrière. Voilà. Alors pour revenir sur les chiffres, sur les chiffres, c'est quand même important puisque en Allemagne, on pensait alors la fin du bonus en Allemagne, c'est novembre 2023. Ça a été décidé très très brutalement, pratiquement du jour au lendemain. Ça a créé une espèce d'électrochoc sur le marché allemand et donc avec une baisse très importante dès le mois de novembre et dès le mois de décembre. On parlait, je crois, de plus de 30, 40 ou 50% de ventes de véhicules électriques en moins par rapport aux mêmes périodes de l'année précédente. Et puis on a eu l'impression que le marché se redressait relativement rapidement. Et moi je l'avais dit, et pour l'instant je me suis trompé. J'avais dit que c'était une baisse passagère et que ça reviendrait très rapidement à la normale et que les ventes recommenceraient à progresser. Eh bien on en est très loin puisque sur les ventes du mois de mai, c'est-à-dire 6 mois après la fin du bonus, on est encore à moins 30,6% de vente de véhicules électriques en Allemagne par rapport à mai 2023. Donc c'est quand même énorme. Et puis un autre chiffre aussi, on a évoqué rapidement la Tesla Model Y. Alors la Tesla Model Y sur la même période, c'est moins 49% de vente. C'est-à-dire que ça a été pendant très longtemps, pendant quelques mois, la voiture la plus vendue dans le monde, toutes catégories confondues, et évidemment la voiture électrique la plus vendue dans le monde, en Europe et en France. Et elle est passée de superstar à pratiquement la grosse dégringolade en quelques mois. Alors c'est pareil, je pense qu'on peut imaginer que tous les acheteurs potentiels de Model Y sont passés à l'acte et maintenant il reste à séduire une autre clientèle. Il y a d'autres sujets qu'on va évoquer évidemment et on va les dérouler, mais pour évoquer un peu cette crise entre guillemets de la voiture électrique, il y a, on l'a dit, pour les électromobilistes qui reviennent au thermique. Alors c'est une étude de McKinsey qui a pointé cette tendance qui est assez étonnante parce qu'on sait très bien que jusqu'à présent toutes les études montraient, à part une étude un peu fantaisiste l'an dernier, mais toutes les études montraient que plus de 90% des personnes ayant acquis une voiture électrique ne reviendraient jamais au thermique. Et là, on est sur une étude McKinsey qui a quand même concerné plusieurs dizaines de milliers de personnes, plus de 30 000 personnes, mais dont 7500 propriétaires d'électriques et hybrides qui disent qu'ils reviendraient au thermique. Alors la moyenne c'est 30%, c'est presque 50% dans certains États des États-Unis ou en Australie. On est à 46-49% de propriétaires de voitures électriques qui souhaitent revenir au thermique à la fin de leur mandat avec leur voiture électrique, on va dire. En Allemagne, c'est 24% quand même.
Ça veut dire qu'en Allemagne, la vente de voitures électriques baisse, mais qu'en plus ceux qui roulent en électrique sont 1 sur 4 à vouloir revenir au thermique. Et en France, on est sur 18%. Donc même en France, ça augmente un petit peu, Jean-Christophe. Ouais, alors moi je suis assez étonné de ces chiffres parce que c'est vrai qu'on avait vu 2 études passer avant qui disaient plutôt que les utilisateurs de voitures électriques étaient super satisfaits. En France, on a un des chiffres les plus bas du monde. Pourquoi ? Parce que on a une infrastructure de recharge qui est incroyable. Et pour le coup, on peut quand même féliciter les décideurs qui ont vraiment poussé la voiture électrique. Et si aujourd'hui on a vraiment toutes les autoroutes équipées, c'est vraiment grâce à la loi, quoi, tout simplement. Hein. C'est les concessionnaires d'autoroutes ont été un petit peu forcés à le faire. Et c'est vrai qu'aux États-Unis, en Australie, etc., c'est le réseau de recharge qui pêche et qui fait que c'est plus compliqué de faire des longs trajets, c'est plus compliqué d'utiliser sa voiture électrique comme une thermique et on peut comprendre qu'il y a un taux de gens qui veulent revenir au thermique. Après, le thermique, pour l'instant, par exemple, voiture électrique, quand tu ne peux pas charger chez toi ou au travail, c'est quand même très compliqué. Et je pense qu'il y a pas mal de gens qui peuvent acheter une voiture électrique en pouvant recharger chez eux, puis qui ont une mutation ou un divorce ou machin, qui se retrouvent en appartement et pour qui la voiture électrique devient un peu plus complexe et qui envisagent de repasser au thermique. Je peux tout à fait le comprendre. Et je pense que ça arrive quand même de temps en temps aussi. Mais bon, le taux de satisfaction, l'étude McKinsey là a dit que le taux de satisfaction en France de la voiture électrique est quand même de 82%. Il y avait un autre chiffre, c'était 93% par une étude Ipsos Aver, qui était un peu plus positif que ça, mais ça reste quand même des chiffres super optimistes. Et moi, je voulais juste revenir aussi sur les stats de la Model Y qui baissent. Je pense que la Model Y, c'est une voiture qui est fiable, qui a pas connu qui a pas eu d'évolution récente. C'est toujours la même que depuis qu'elle est sortie, en fait, en gros. Et qui a des mises à jour, donc qui évolue avec le temps. Et ce qui fait que c'est une voiture que quand tu l'as et que tu l'aimes, t'as pas envie de la changer parce que ça serait la changer pour acheter exactement la même. C'est pas du tout comme avec un iPhone, par exemple, où il y a des nouveaux iPhones tous les ans et des fois tu te dis celui-là, il a une meilleure caméra, allez, je saute le pas. Là, c'est exactement la même voiture, donc je comprends que elle est cartonnée, que maintenant tous ceux qui en ont, ils ont pas vraiment envie de la vendre en fait, ils y voient pas vraiment l'intérêt. Il y a peut-être aussi le fait que certains sont quand même assez bien informés et savent que il y a certainement une nouvelle version de la Model Y dans les tuyaux qui va probablement arriver en 2025 et que du coup ils se disent je veux acheter une Model Y mais je vais attendre la nouvelle version, non ? Peut-être. Après, les chiffres de la Model 3 restylés, ils sont pas non plus dingo par rapport à l'ancienne. Je pense pas qu'il y ait eu un boost des ventes. Donc, à voir. Mais moi, j'ai vraiment le sentiment, alors ça, c'est vraiment un sentiment personnel, que les voitures électriques sont super fiables, qu'avec les mises à jour, tu t'en lasses beaucoup moins qu'avant. T'as une voiture qui... nous, on le voit, par exemple, avec Tesla, où d'un seul coup, on a eu les feux matriciels, une nouvelle interface et tout. T'as l'impression d'avoir une voiture différente à chaque mise à jour. Et moi, personnellement, j'aimais bien changer de voiture, et là, j'ai pas envie, en fait. Et je pense que ça joue aussi, c'est-à-dire qu'en gros, comme tu disais, les early adopters, ils ont early adopté, et maintenant il faut convaincre les autres, quoi. Et là, le problème, et on en a pas encore parlé, c'est aussi la réticence, les fake news, les a priori que les gens ont sur la voiture électrique, qui sont très très durs à combattre en fait. Alors ça, c'est vrai que c'est un sujet. Et en fait, on en a souvent parlé ici dans ce podcast, et c'est pour ça que je l'ai pas vraiment mis à l'ordre du jour aujourd'hui, parce que je trouve aujourd'hui il y avait vraiment d'autres éléments un peu exogènes qui venaient, qui venaient un petit peu s'accumuler pour semer un peu le doute, y compris chez les plus fervents convaincus de la voiture électrique. Et donc on va y venir après. On va aller un peu les dérouler, mais on a déjà évoqué pas mal de sujets. Charles, tu voulais parler un petit peu aussi des gens qui justement de ces consommateurs et de ces électromobilistes qui reviennent au thermique. Ouais, en fait, si tu veux, c'est que déjà l'étude, moi je trouve qu'elle est un petit peu tronquée parce que comme tu le disais, il y a 30 000 personnes à interroger. Et sur ces 30 000 personnes, il y en a seulement 7 500 qui possèdent une électrique ou une hybride. Mais on ne sait pas du coup la proportion des deux. Et du coup, je pense que les résultats sont un petit peu tronqués. Et après, surtout, moi j'ai envie de prendre, je pense qu'elle est quand même assez pessimiste cette étude-là, mais si on la prend à l'envers, même en Australie ou aux États-Unis, ça fait quand même 51% de satisfaits et 54% de satisfaits. Donc c'est quand même une majorité.
Et plus il y a de gens satisfaits, bah forcément, moins les gens reviendront en arrière. Et tu vois, les chiffres qu'on a en Europe, bah on le voit. Hein, déjà, je pense qu'il y a un truc qui le fait, c'est que déjà les prix des carburants, c'est pas les mêmes, et les distances surtout. Aujourd'hui, quand tu vas aux États-Unis ou tu vas en Australie, ben quand tu veux traverser l'Australie, c'est quand tu veux traverser l'Europe, quoi. Sauf que tu as des grands déserts et les infrastructures de recharge sont pas forcément hyper adaptées. Mais nous, je trouve que l'Europe, on a vraiment le terrain de jeu idéal pour les voitures électriques. Et puis ça, on l'a vu avec Alex et JC. Hein. On a traversé 9 pays, on n'a pas eu de soucis majeurs pour les recharges. On aurait même pu faire sauter certaines recharges, mais par précaution, on n'a pas fait. Mais en tout cas, on voit bien que sur des pays qui sont early adopters, où il y a des infrastructures, des distances assez contenues, et ben, tu vois, 18% de personnes qui reviendront en arrière, ça fait 82% de satisfaits. Donc, oui, mais ça, c'est très important. C'est énorme. C'est énorme. Mais c'est quand même le double, entre guillemets, d'insatisfaits par rapport aux précédents sondages, enquêtes, études, etc., qui donnaient plutôt plus de 90% de personnes qui ne reviendraient jamais au thermique. Donc ça veut dire quand même qu'il y a une petite, même si c'est un signal faible, hein, il y a une petite tendance et c'est intéressant. Moi, je me demande, on a énoncé toutes les raisons et JC a énoncé de très bonnes raisons qui sont des raisons plutôt de mode de vie, etc., et d'imprévus et d'accidents de la vie c'est hyper intéressant parce que c'est à mettre en perspective, même si ça peut rester marginal, ça fait partie de l'équation. Mais il y a probablement d'autres raisons. Moi, je serais très curieux de prendre ces 18% et de leur poser la question, de savoir exactement ce qui s'est passé pour que ce pourcentage finalement ait, entre guillemets, doublé depuis les dernières enquêtes. Alors, mais je crois qu'il y avait les raisons. Hein. Les raisons, c'était oui, on les a. Oui, mais c'est toujours un peu bateau ces raisons. Moi, j'aimerais bien parler aux gens en fait. Autonomie, recharge, voilà, ça revient tout le temps. Le réseau de recharge surtout. Hein. Je crois que le réseau de recharge, il plombe vraiment le truc. En France, moi j'ai un cas concret à vous suggérer. C'est un copain à moi qui se reconnaîtra peut-être, qui est passé à l'électrique. Il avait un Dacia Duster. Il hésitait entre une Twingo et une Spring. Bon, je lui conseille la Spring avec la charge rapide au cas où. Il se prend au jeu, il commence à rouler de plus en plus avec sa Spring. Puis à un moment, il a plus trop de rond, il a un peu de geste, il vend le Duster. Du coup, il se retrouve avec la Spring en bagnole principale. Et là, c'est la galère. Il est obligé de faire tous ces trajets avec une bagnole qui a une batterie de 27 kWh. Il passe des pompes sur les bornes à se charger. Ah ouais, pourquoi ça monte qu'à 23 alors qu'elle est donnée pour 40, machin. Enfin bon, tu vois, il a pas tenu 6 mois avant de la revendre. Et j'ai revu le week-end dernier, tout content, et il s'est acheté une capture hybride. Il me dit, tiens, j'ai refrogué cette merde et tout, j'en peux plus. Bah ouais, mais tu m'auras dit du départ que tu lâchais le Duster. Bah, je t'aurais pas dit d'acheter une Spring. C'est pas du tout l'usage d'une voiture principale, quoi, tu vois. Ouais, et ça, c'est symptomatique, en fait, d'un point, c'est que, contrairement au thermique, en voiture électrique, il faut vraiment acheter la voiture qui correspond à tes usages, sinon tu peux réellement te tromper et être amené à ce type de décision de ton ami, c'est-à-dire t'en séparer parce que pour des raisons simplement c'est invivable. C'est peut-être la différence avec le thermique, c'est que le thermique tu te trompes pas en général. T'achètes une voiture, il n'y a pas un moment où tu te dis au bout de 6 mois non c'est pas possible, ça va pas du tout, je la revends. Tu vois, donc ça il y a une grosse différence quand même. Oui, c'est effectivement ça. L'usage va déterminer le véhicule, et si on change d'usage, en électrique, il faut changer de véhicule. En thermique, si on changeait d'usage, si on avait une Twingo et que d'un coup on se mettait à faire 400 km tous les lundis et 400 km tous les vendredis parce qu'on avait été muté très loin, parce qu'on avait un nouveau métier, ainsi de suite, on pouvait le faire en Twingo. C'était pas forcément agréable, mais on pouvait le faire. En Twingo Elec, on peut pas se mettre à faire 400 km d'un coup tous les lundis, tous les vendredis. Ça devient invivable. Il y a moins de souplesse à l'électrique, et je pense que personne autour de la table n'a jamais vendu que l'électrique était plus souple que le thermique. Charles ? Et ouais, je voulais rebondir. Moi, je le vois constamment quand je vais en concession, là, quand certaines concessions me prêtent des véhicules, ils roulent avec, mais sauf qu'en fait, ils font chez eux la concession chez eux. Mais en fait, au niveau conseil, ils m'ont dit, on a hâte d'avoir ton retour ou de voir la vidéo sur cette voiture-là, parce qu'en fait, ils savent pas quelle est l'autonomie sur autoroute, ils savent pas quelle puissance elle prend réellement, ils ne connaissent pas la courbe de recharge, et c'est assez complexe. Et ça participe dans la majorité des cas. Si tu vends la mauvaise voiture pour un mauvais usage, comme tu l'expliquais Sébastien, forcément la personne elle est complètement déçue. Et tu prends pas une Spring pour traverser l'Europe, quoi. C'est juste pas possible, quoi. Donc il y a un gros travail à faire de la part des concessions. Et il faut vraiment que les gens se forment et surtout qu'ils utilisent en fait au quotidien une voiture. D'ailleurs, moi, je suis assez épaté du fait qu'il y ait que 18% de gens qui veulent repasser au thermique, sachant que les voitures les plus vendues en France, c'était quand même beaucoup des Dacia Spring, des 208, etc.
qui sont pas des voitures hyper polyvalentes. Nous, c'est des voitures qui, sur nos chaînes, enfin surtout par exemple la 208, qui ne marche pas. Enfin, les vidéos 208, ça marche pas des masses. Donc je suppose que les gens qui achètent des 208, ils l'achètent sans vraiment savoir ce qu'ils achètent. C'est pas des gens qui se sont intéressés en tout cas avant pour savoir quelles étaient ses capacités, etc. Et du coup, je suis assez. C'est une bonne surprise pour moi de voir qu'il y a que 18% finalement qui veulent repasser au thermique, sachant qu'ils ont acheté une voiture sans vraiment se renseigner dessus, quoi. C'est plutôt pas mal. Alors autre point, les constructeurs, c'est aussi un autre signal parmi les signaux que j'ai relevés pour construire ce débat. Les constructeurs qui freinent leurs investissements. Alors, on va pas généraliser, mais on sait que c'est aussi une tendance. On l'a pas mal entendu ces derniers temps. Alors, il y a Mercedes qui ralentit un petit peu sur l'investissement sur la voiture électrique. Ça veut pas dire qu'ils arrêtent, hein, bien sûr. Simplement, ils reportent un petit peu, ils étalent un peu leurs investissements, notamment sur la nouvelle plateforme. Et en revanche, ils remettent bouchée double dans les investissements sur le moteur thermique, ce qui paraît étonnant pour un groupe aussi important, sachant que l'issue, c'est dans 11 ans la fin de la voiture thermique. Eh bien, Mercedes a décidé de continuer à investir et de réinvestir de façon un peu plus importante dans le thermique. Alors, tout ça, non pas pour faire de nouveaux moteurs qui font beaucoup de bruit et qui ont beaucoup de chevaux, mais pour améliorer et optimiser leurs moteurs actuels et les rendre encore plus économes et plus sobres. On a aussi Audi qui est un petit peu dans la même démarche après avoir promis beaucoup de choses sur l'électrique et avoir délivré, mais finalement pas autant que ça, même si aujourd'hui la gamme est en train de se mettre en place. Et puis d'un côté un petit peu plus aussi original, on a BYD, le chinois BYD, qui investit dans l'hybride, alors que BYD est connu pour faire des voitures électriques, ce qui est d'ailleurs un peu faux parce que BYD fait beaucoup de voitures électriques et hybrides et d'ailleurs livre rarement ces chiffres séparés entre la production et les ventes de voitures électriques et les voitures hybrides. Mais en tout cas, ils investissent. Ils ont récemment dévoilé une espèce de déclinaison de la Seal, une berline hybride qui serait capable de faire plus de 2000 km avec une charge et un plein. Voilà, donc ça encore, c'est des signaux, Jean-Christophe, du fait que après une espèce de flambée d'enthousiasme, on arrive dans un épisode un peu numéro 2 où les constructeurs mettent un petit peu la pédale douce sur les investissements dans l'électrique. Ouais, mais encore une fois, moi je pense que ça croise deux choses. La première, c'est que y a plus de réticence que prévu auprès des acheteurs envers la voiture électrique, qui pour moi sont complètement infondées. Je veux dire, tous les gens qui ont une maison, si on leur donnait une voiture électrique, je pense qu'ils seraient contents, mais bref. Et secondo, tu vois, toutes les marques dont on parle, enfin surtout Mercedes et Audi, je trouve que c'est des marques qui ont raté leur entrée dans la voiture électrique. Stratégiquement, en proposant des produits qui étaient super chers et pas si fous, dans des domaines où on est sur des voitures des biens positionnels, tu vois, où ce sont des gens qui veulent avoir des belles voitures, etc. Et donc pas avoir la voiture électrique pas top, quoi. Et du coup, je comprends qu'ils réduisent, ça marche pas, je comprends qu'ils réduisent. Par contre, tu vois, à l'opposé, t'as BMW qui a sorti des électriques et pour qui ça a bien marché parce que bonne gamme, bon produit, bon modèle, etc. Et qui, eux, sont très contents. Les parts d'électrique sont bonnes par rapport au thermique et on n'en entend pas parler, quoi. Donc voilà, je sais pas si vous avez déjà essayé des Mercedes, mais moi j'ai essayé une QE. C'est hyper cher. Ok, c'est un peu luxueux et encore, enfin aussi c'est luxueux, mais c'est pas une voiture. Même nous, on n'a pas l'argent pour l'acheter. C'est pas une voiture dont on a vraiment envie. C'est hyper bizarre, quoi. Et voilà. Ouais. Est-ce que c'est vraiment le problème, c'est vraiment l'électrique, ou est-ce que le problème c'est la stratégie de ces marques au niveau de l'électrique qui fait que ça n'a pas fonctionné, ils n'ont pas trouvé leur public et du coup ils disent bon il y a l'électrique, un problème. C'est comme Volkswagen. Volkswagen a produit des voitures. Volkswagen avait une image incroyable. Ils ont produit des voitures électriques en partant sur une autre image avec des matériaux moins bons, des styles moins beaux. Et puis l'année dernière, ils s'étonnaient que ça marchait pas et que ils voulaient aussi réduire la voilure. Et c'est un petit peu normal. Alors maintenant, Volkswagen, ils viennent d'investir 1 milliard chez Rivian et ils prévoient d'en investir 5 dans les 2 ans qui viennent. C'est la bonne stratégie parce que ce qu'on reproche à Volkswagen, c'est le logiciel, et Rivian sait très très bien le faire. Donc c'est une super bonne nouvelle pour les deux, à la fois pour Rivian qui se sauve un petit peu et pour Volkswagen qui va peut-être produire des voitures électriques qui sont au niveau
de ce que voilà des meilleures voitures, enfin voilà des meilleures quoi. C'est un peu l'épopée russe parce que Rivian de son côté avait absorbé ABRP, le planificateur d'itinéraire. Donc c'est Rivian qui reprend ABRP et maintenant le grand groupe Volkswagen qui investit dans Rivian. Alors sur la transition vers l'électrique et la réussite plus ou moins ou les ratages plus ou moins des constructeurs, notamment des constructeurs allemands, oui. Alors Mercedes a quand même une bonne réputation, ils y sont allés franco. Ça a été pratiquement je crois que c'était la marque qui a proposé le plus vite la plus grande gamme tant en largeur qu'en profondeur de voitures électriques sur des plateformes dédiées. Dites-moi si je me trompe. BMW, alors eux, pour l'instant, c'était pas une plateforme dédiée, mais ils ont prouvé qu'ils étaient capables de faire des voitures électriques performantes, efficientes sur une plateforme mixte. Et là, en attendant la vraie plateforme dédiée. Donc, c'est quand même des succès très très variés. Audi, je l'ai souvent dit, moi j'aime cette marque. Je trouve qu'ils ont toujours fait des voitures assez géniales, mais et je trouve qu'ils continuent dans l'électrique, mais malheureusement, ils ont une stratégie à laquelle on comprend plus rien. Même si maintenant, ça y est, ils semblent avoir à peu près redressé le tir. Mais à une époque, il y a 1 an, 2 ans, ils savaient même plus comment appeler leur voiture. Ils sortaient des concepts, en veux-tu, en voilà, des pubs d'un autre monde à la télé. On comprenait rien à ce qu'ils voulaient faire. Après, ils lançaient un signal comme là, disant qu'ils allaient ralentir l'investissement sur l'électrique. Et puis là, ils sortent le Q6, leur gamme. Alors les chiffres pairs, c'est les voitures électriques, les chiffres impairs, c'est les voitures thermiques. Franchement, c'est compliqué à suivre, quoi. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas, Johan, t'as un avis là-dessus? Même si les marques premium sont pas forcément ta tasse de thé. Oui, non, c'est pas tant une question de marque premium, mais effectivement, je suis plutôt d'accord avec Jean-Christophe. Il y a aussi ce qu'on fait de la voiture électrique. Ce qu'on va proposer va forcément ça va forcément créer de la satisfaction ou de l'insatisfaction dans les marques, et puis donc des clients qui vont revenir ou pas. Il y avait un sondage, c'est pas un sondage, c'est une analyse des données 3A récemment. La marque chez qui les clients reviennent le plus ou sont le plus fidèles, c'est Tesla. En France, de très loin. Et la deuxième, c'est Dacia. Alors Dacia est pas forcément, ne vend pas que de l'électrique, il n'y a pas que de la Spring, et la Spring ne doit pas être leur vente majoritaire. Mais les gens qui achètent une Tesla rachètent une Tesla. Sauf moi. N'en parlons pas. Mieux vaut ne pas aborder ce débat. Mais c'est pas du tout par insatisfaction, c'est tout simplement par curiosité, parce que j'avais envie d'essayer autre chose. Mais quoi, elle est très bien ma Fiat 500 électrique, j'adore. Eric, ouais, je vais juste rajouter un petit truc. Moi, je trouve que c'est la part de ces constructeurs-là, c'est un peu faire l'autruche, c'est-à-dire se couper un petit peu du marché. Et je trouve que ça va encore plus créer l'écart avec les marques qui y croient à fond et qui investissent dedans. Et le truc, c'est qu'au bout d'un moment, c'est soit tu prends le train en marche, soit tu le loupes en fait. Et j'espère que derrière, ils ont d'autres visions, d'autres stratégies pour pouvoir reprendre le train, parce qu'aujourd'hui, la technologie avance vite, ça se développe vite, les mises à jour vont vite, les technologies évoluent. À chaque semaine, on entend des nouvelles technologies de batterie qui arrivent. Donc, je trouve que c'est un peu faire l'autruche de la part de ces gros groupes. Et en gros, c'est un peu montrer que nous, on n'y croit pas trop, quoi. En même temps, il faut comprendre qu'ils y vont contraints quand même. Je veux dire, ça paraît évident de le dire, mais il faut le redire. L'Europe impose qu'on arrive à la neutralité carbone. Elle impose une norme la norme CAFE, je sais pas si on dit CAFE, Corporate Average Fuel Economy, qui leur impose un certain nombre de grammes de CO2 par kilomètre et sur toute leur gamme. Et du coup, ils y vont contraints et forcés. Alors, soit ils vont sur un marché de niche qui est l'électrique, parce que finalement il n'y a pas beaucoup de voitures, donc il faut vendre peu de bagnoles très chères. Ou alors ce qu'ils ont trouvé, ils se sont rendus compte que sur l'hybride, Toyota ils s'en sortaient bien et ils arrivaient à être en dessous des 95 grammes de CO2 et du coup c'est peut-être plus facile de vendre de l'hybride en masse. Alors il y a aussi dans les signaux dont je parlais tout à l'heure, il y a le signal politique aussi, hein. Il y a deux choses. D'abord, il y a effectivement cette directive européenne qui contraint à la fin du thermique en 2035. Ça, c'est acté, on le sait. Cela étant, Sébastien, tu l'as mentionné tout à l'heure, il y a quand même cette fameuse clause de revoyure en 2026 qui crée finalement une espèce d'incertitude, parce que quand on dit qu'on va peut-être revoir, en tout cas qu'on va étudier à nouveau le dossier, ça ne veut pas dire qu'on va modifier, hein, ça veut dire qu'on va juste faire le point. Mais ça crée une incertitude, ça crée une espèce d'appel d'air pour que les constructeurs fassent pression
et que les lobbies se mettent en ordre de marche pour aller à Bruxelles et dire bah écoutez, vous voyez bien qu'on n'est pas prêt, que c'est le bordel chez les constructeurs, que ça pose de gros problèmes d'organisation, de rentabilité, de financement, etc., etc. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de revoir un petit peu cette directive et d'aller plutôt au-delà de 2040, de voir 2050? On en entend parler de ça, hein. Donc, sans se prononcer du tout sur le bien fondé ou sans juger quoi que ce soit. Est-ce que ça participe pas aussi à une espèce d'embrouille générale? Et puis après, vous ajoutez à ça les prises de position de certains politiques. On sait en France que le parti entre guillemets aujourd'hui devenu majoritaire, le Rassemblement national et les LR aussi se sont prononcés contre cette directive et souhaitent la remettre en question. Et puis, bah, on a aussi Donald Trump aux US qui a le même discours. Donc là, on a vraiment un petit volet politique, sans faire de politique politicienne, mais en tout cas en termes de décision et de grandes directions. Qui sème un peu le trouble, non? Enfin, moi, c'est comme ça que je le ressens. Je sais pas. Les Johan, constructeurs eux-mêmes, en tout cas les deux constructeurs français récemment ont appelé effectivement à une stabilité de la réglementation. Carlos Tavares et Lucas Di Meo sont intervenus il y a quelques semaines ou peut-être 2 mois maintenant, en disant ok, la clause de revoyure en 2026, pourquoi pas, mais à un moment il nous faut des directives long terme pour justement qu'on fasse nos investissements dans le bon sens. Donc même les constructeurs eux-mêmes, alors pas tous a priori, puisque on vient de citer Audi, Mercedes qui souhaitent désinvestir dans la technologie, mais certains constructeurs disent ok, nous on veut bien y aller, mais on veut bien y aller si c'est stable. Donc effectivement, il faut de la stabilité et ça se comprend. Pour le coup, aussi bien pour le consommateur que pour celui qui propose l'offre, que pour le réseau de bornes. Vous imaginez les gens qui ont investi dans des réseaux de bornes et qui se disent bah, peut-être qu'en 2026 finalement la loi va revenir en arrière. C'est exactement la même chose. Mais Tavares, il a même dit plus que ça. Il a dit qu'il voulait pas du tout qu'on revienne en arrière. Il a pas dit qu'il voulait de la. Il a dit maintenant on y est, on y va quoi. On a fait des investissements, hors de question de revenir dans l'autre sens quoi. Et le pire, c'est la demande qui est pas là aussi. C'est que les gens, est-ce qu'ils veulent vraiment passer à l'électrique? Nous, on a fait des compromis pour passer à l'électrique parce que ça nous plaisait, on avait des convictions. Mais les gens, ils veulent pas changer. C'est ça le problème. T'as l'impression que les constructeurs sont un peu entre les deux. Tu vois, les pouvoirs publics qui leur disent réduisez vos émissions, les consommateurs qui disent non, on veut des gros 4x4 qui vont loin et tout, et ils essayent de s'adapter. Mais au final, tu vas voir quelqu'un dans la rue, tu lui demandes tu veux une bagnole qui fait 400 km, qui met 10 heures à recharger, qui coûte 2 fois plus cher que la tienne actuellement. Ah bah présenté comme ça. Bah non, mais c'est vrai. Ouais, non, mais en caricaturant un petit peu. Alors justement, ça nous amène à ce sujet qui est évidemment les consommateurs, qui sont quand même la clé dans l'équation. Bah on l'a souvent dit, on le dit encore, hein, et tant que les petites voitures d'entrée de gamme ne seront pas encore sorties, parce qu'on en parle, je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup, mais elles sont pas encore là. Bah, aujourd'hui, là, en juillet 2024, le véhicule électrique coûte encore cher pour de nombreux consommateurs, les automobilistes. Il n'y a pas de petite voiture pratique à moins de 15 000 euros aujourd'hui, hein, en électrique. Enfin, à ma connaissance, ça n'existe pas. Et puis, l'autre point, et on l'avait aussi déjà évoqué, c'est l'injonction de 2035. Enfin, qui est justement, le directive de 2035 européenne, qui est vu vraiment comme une injonction et qui a été, je pense, très mal vécue par nos concitoyens. Elle a été vue comme clivante, mal communiquée, émanant de technocrates un petit peu hors sol. Et ça a déclenché un espèce de réflexe de défense et d'hostilité, de défiance aussi, et d'hostilité aux véhicules électriques qui n'aurait peut-être pas existé s'il n'y avait pas eu cette directive. C'est comme quoi, parfois, les directives ou les lois ont la vertu de vouloir accélérer les choses, les changements, les transitions, mais aussi porte en elle ce problème de ralentir finalement parce qu'elle crée une espèce d'opposition et une friction importante de la part de la population. Je sais pas, Jean-Christophe, ce que tu en penses? Bah alors c'est une question que je me suis beaucoup posée. Est-ce que si on n'avait pas imposé la voiture électrique en 2035, en tout cas interdire le véhicule thermique en 2035, est-ce que il y aurait moins d'anti, on va dire? Ça, c'est une question qu'on peut se poser, mais en même temps, si on l'avait pas fait, il y aurait pas eu tous ces investissements, toutes les bornes, tous les constructeurs qui s'y ont mis, et on sera encore à avoir en gros des Zoé et des livres, quoi, je pense.
Donc, il faut pas oublier. Alors, il y a quand même un truc qu'il faut pas oublier. C'est que si on a dit on arrête la voiture thermique en 2035, c'est qu'on est face à une problématique qui est énorme. Et c'est marrant, on n'en a pas parlé depuis le début, alors que tout vient de là. On a le dérèglement climatique qui s'accélère. On a encore vu en Inde des vagues de chaleur incroyables avec des gens, le simple fait d'être dehors, tu meurs en fait. Et que ces choses, on sait que ça va s'accélérer encore. Donc il faut décarboner à fond. Et c'est pour ça que l'Europe, de façon intelligente, on peut pas dire autre chose, a dit toutes les sources de gaz à effet de serre, il faut les arrêter, les ralentir. Et on a un objectif, c'est la neutralité carbone pour rendre le monde un petit peu plus vivable à l'horizon de 2050-2060, parce qu'on sait que ça a commencé à devenir compliqué. Donc je pense qu'on n'a pas assez bien expliqué aux gens les enjeux, que une voiture électrique, ça émet 3 fois moins de CO2 qu'une voiture thermique. Et encore, moi je pense que c'est supérieur, parce que je pense qu'une voiture électrique, ça peut rouler beaucoup plus longtemps qu'une voiture thermique, et donc faire encore baisser ce bilan carbone. Mais la date de 2035 a cristallisé quelque chose. En plus, c'est vrai que les voitures électriques sont chères. Du coup, c'est un peu comme les ZFE, c'est-à-dire qu'on dit aux gens, en 2035, tu pourras acheter une voiture, mais c'est seulement électrique, mais c'est 30% plus cher. Et donc, quand t'as pas l'argent, tu te dis, forcément, on se fout de moi, là. On fait un monde pour les riches, quoi. Donc, évidemment, je peux comprendre. Maintenant, il y a un truc qui est hyper important à dire. C'est que la voiture électrique aussi, en ce moment, elle souffre un peu à cause des prix des LOA. Pourquoi ? Parce que le marché de l'occasion, il est un peu pourri, ça marche pas très bien, la voiture électrique d'occasion. Du coup, les LOA grimpent parce que les valeurs de revente sont plus faibles. Et du coup, aujourd'hui, pour une même voiture, t'as une location qui est presque 200 balles plus chère qu'il y a 3 ans, quoi. Et donc, moi, j'ai envie de dire à tous les gens qui nous écoutent et qui hésitent à passer à la voiture électrique, passez à la voiture électrique d'occasion. Ça se vend pas très bien, il y a moyen de faire des bonnes affaires, il y a moyen de négocier les prix. Et vous faites coup double, c'est-à-dire vous achetez une voiture électrique pas très chère. Une voiture électrique, ça tient très bien, les batteries, ça tient très bien. Et derrière, vous gagnez sur le prix du carburant, donc de l'électricité qui est moins chère, et la maintenance qui est moins chère. Et là, on parle pas beaucoup de l'occasion, mais je pense que moi, il faut vraiment mettre un coup sur l'occasion, convaincre les gens d'y passer, parce qu'en fait, il y a vraiment très peu de risques. Et ça va relibérer les LOA, le prix des voitures neuves, et relancer sûrement un peu le tout, quoi. Mais en fait, tout le monde a peur de l'électrique sur des mauvaises raisons, j'en suis persuadé. Et tout se grippe un petit peu, alors que nous, on y est tous passés et que, on le voit bien quand on discute avec des gens au repas de famille, que les arguments qui nous sortent, c'est très souvent à côté de la plaque, quoi. Malheureusement. Alors, on parle quand même d'une situation, effectivement, de dérèglement climatique qui est planétaire. Or, c'est aussi ce que reprochent un peu ceux qui s'opposent à cette loi européenne, c'est que finalement, elle concerne assez peu de pays. Et si tu prends une carte du monde et que tu coches les pays qui sont censés passer à l'électrique en 2035, en tout cas les territoires, et pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Il y a une partie de l'Europe, de l'Union européenne, et puis il y a la Californie. Et tout le reste du monde a l'air de s'en foutre royalement, en tout cas pour le moment. Alors la Chine est aujourd'hui un peu finalement, c'est en train de devenir un exemple un peu vertueux, puisque un nouvel acquéreur de voitures sur 4 en Chine achète une voiture électrique. Mais malgré tout, c'est bien beau. Alors c'est vrai nous en Europe, on se part de vertu, on se veut toujours un petit peu le phare du monde. Mais est-ce que je me fais un peu l'avocat du diable, et c'est ce que j'entends souvent, c'est à quoi bon s'emmerder à acheter des voitures électriques alors que finalement ça va représenter quelques centaines de milliers de voitures dans le monde. Je sais pas ce qu'on peut répondre à ça. Moi j'ai du mal un petit peu en fait, quand on pose cette question. Le vrai problème en gros actuellement, c'est l'Inde et les États-Unis s'ils y passent pas. Alors je crois que l'Inde a quand même des projets pour booster la voiture électrique. Le problème c'est les États-Unis, parce qu'en fait le truc c'est que les pays qui polluent le plus, c'est quand même les pays industrialisés du Nord ou les pays du Golfe. L'autre jour, je regardais l'empreinte carbone d'un Français, c'est en gros 4 tonnes, je crois, par an de CO2, et l'empreinte carbone d'un Nigérien, c'est 500 kilos, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Donc eux, et je crois que la neutralité carbone est à 1 tonne. Donc en gros, les Africains, on peut les laisser tranquilles. C'est vraiment pas le problème. Le problème, c'est les pays riches industrialisés qui ne font pas d'efforts. Je parle surtout des États-Unis quand même, parce que c'est un gros producteur de pétrole, donc ils ont beaucoup de mal à se dire on va abandonner tout ça pour être plus vertueux mais perdre nos avantages. Et puis un peu les pays du Golfe forcément. Mais voilà, tous les pays riches, donc Japon, Chine, Europe, États-Unis, on devrait tous faire un effort pour déjà montrer l'exemple.
et deux, on est quand même le problème. Voilà. C'est comme tous les problèmes de santé publique, j'ai l'impression, tu sais, mondial, enfin, ou nationaux, tu vois. Quand il y a eu 16 000 morts sur les routes, pour parler d'un domaine que je connais, en 74, on a imposé la ceinture. Sauf que la personne individuelle, elle veut pas mettre sa ceinture. Donc, tu as le grand problème, les issues, les problèmes nationaux et mondiaux et tout. Et puis, tu as le citoyen qui, lui, veut pas faire. Et ça m'a rappelé, tu sais, le fait de vouloir imposer aux Français de vouloir rouler en voiture électrique, ça m'a rappelé le Covid, quand on devait tous se vacciner. Ouais, c'était un problème de santé publique mondiale, tu vois. Tout ça pour dire que si tu l'obliges à faire un truc, quoi, il veut pas, quoi. Donc voilà. Par contre, tu lui dis, tiens, leasing social, tiens, t'es dans les règles. Ah bah t'as droit à 13 000 balles et tout, ça te fait une bagnole à 100, mais il va courir. D'ailleurs, on va le multiplier par 2, il y aura 50 000 dossiers de plus. Ouais, après, ça coûte cher aussi à l'État et voilà, il y a peut-être un moment où il va falloir aussi se calmer un petit peu sur les aides. Non, mais c'est juste pour vous dire que l'intérêt individuel, c'est ce qui motive tout un chacun. Et puis la pollution de l'air, les 60 000 morts par an ou le réchauffement à plus 3 degrés, personne n'en a rien à carrer tant que ça vient pas lui chauffer les fesses directement et qu'il s'étouffe en sortant de chez lui, quoi. Ouais. Bah, ça c'est un autre sujet, on va pas trop s'étendre dessus, mais effectivement, quand on voit souvent des sondages qui demandent aux Français quelles sont leurs principales préoccupations après le pouvoir d'achat et la sécurité éventuellement, c'est la pollution et l'environnement et l'écologie. Et puis quand on voit le résultat dans les urnes, les écolos se font jamais plus de 5%. Donc il y a une vraie question. Mais enfin bon, c'est pas tellement le débat aujourd'hui. Pour conclure, l'Europe donc on fait face à plusieurs obstacles. Alors une dépendance aux batteries et aux matières premières, souvent chinoises. Un réseau de bornes de recharge encore insuffisant. Alors ça, c'est vrai et c'est pas vrai, parce que ce réseau continue à bien se développer. Alors peut-être pas de façon tout à fait uniforme dans tous les pays européens, mais quand même on est sur une très bonne tendance, notamment avec les Pays-Bas, la France, l'Allemagne, la Norvège en tête. Et puis alors un problème qui reste entier pour le moment, c'est des prix qui restent encore élevés. Donc en conclusion, je sais pas, Jean-Christophe, Johan, qu'est-ce qu'on peut dire sur ces points-là en tout cas? Bah, moi, je voulais juste dire un truc à propos de la dépendance à la Chine. Je ne comprends pas ça, sachant que 100% quasi du pétrole qu'on utilise est importé et que si demain nos frontières se coupaient, bah, les voitures électriques pourraient continuer à rouler et les voitures thermiques s'arrêteraient, et que les batteries chinoises, une fois qu'elles sont en France, elles sont recyclables en France, réutilisables en France. Donc je trouve que c'est un petit peu un faux débat, mais ça c'est vraiment un point de vue personnel. Peut-être qu'il y a des choses qui m'échappent. Pour le réseau de charge, et alors là vraiment il y a des disparités importantes, hein. Nous on l'a vu en Espagne, on entend parler d'Italie aussi. La France est vraiment le paradis avec les Pays-Bas, le Danemark, etc. Enfin tous ces pays qui ont avancé très rapidement eux aussi, mais qui ont sûrement moins de freins de leur côté eux aussi. Et pour les prix, bah sincèrement là il commence vraiment à y avoir pas mal de projets qui arrivent. Il y a le Hyundai, j'ai oublié, Inster, qui arrive et a priori qui est vraiment très bien placé lui aussi, avec une batterie de 58 kWh, de charge à 130. Donc là vraiment, pour le coup, ce serait vraiment le premier modèle vraiment polyvalent et pas très cher. Donc à voir ce que ça va donner. À quel prix? Alors ça commence à 22 avec une batterie de 52 kWh, ce qui est quand même honnête. Enfin, c'est les prix qui sont avancés pour Automobile Propre, mais ils sont pas officiels encore. Il y a le petit Il me semble que c'est plus petit JC, hein, c'est 44 et 49 les batteries. Ah, je me suis trompé. Mais avec une bonne conso, du coup, ça donne 350 et 355 km d'autonomie. Parce qu'on imagine que ça va pas consommer. Il y a la petite BYD aussi là enfin, alors je sais pas si elle va arriver bientôt, mais elle a déjà été montrée et annoncée. Ah oui, la Dolphin Mini ou un truc comme ça, c'est Ouais, enfin, je me souviens plus le nom, mais que c'est la taille c'est une toute petite voiture, la taille d'une petite Toyota Aygo thermique. C'est la Sigul, c'est ça. En Chine, c'est la Sigul, je crois. Sigul, ouais. Ok. Donc, qui devrait arriver, je crois, en dessous de 20 000 euros et avec des caractéristiques aussi très intéressantes. Mais tout ça, bah voilà, c'est encore pas là, quoi. Et maintenant, il y a urgence. Enfin, moi, à mon avis, il y a urgence. Ça va bien, les voitures électriques à 40 000, 50 000 et plus, c'est sympa. Mais aujourd'hui, le marché réclame autre chose. Hein. Enfin, mais on trouve des Niro, des Kona 64 kWh en occasion, pas trop cher, dans ces prix-là, dans les 20, 25, et sont des voitures qui ont, je sais pas, entre 50 et 80 000 km, qui ont des batteries garanties 160 000 km et qui sont hyper polyvalentes, qui font super bien le taf, et faut pas hésiter à y aller, quoi. L'occasion, oui, c'est vrai, c'est un vrai sujet,
Et je pense que ça mérite qu'on s'y penche de plus sérieusement. Johan, un mot pour conclure peut-être? Alors, moi, je suis d'accord avec beaucoup de choses que JC vient de dire sur les véhicules d'occasion et sur la nécessité de décarboner nos activités pour une température vivable pour nos arrière-petits-enfants. Ce qui me paraissait, si on veut finir sur une note optimiste, je vais rebondir sur un petit cours d'économie, alors que je crois qu'on en avait déjà évoqué dans un précédent podcast il y a quelques mois, la courbe de l'adoption d'une innovation par Everett Rogers. Quand il y a une innovation, il y a toujours des gens qui vont l'adopter très vite, les early adopters, parce qu'ils sont intéressés par l'innovation, ils sont intéressés par la nouveauté. Et même si l'innovation n'est pas encore au point, elle n'est pas encore top, ils veulent y aller quand même. Et puis après, il va y avoir le mass market. Et entre les deux, entre les deux, c'est à peu près 15% de part de marché. Mais bon, après, c'est l'économie, c'est pas un 1,5% près. Entre les deux, il y a un gouffre d'adoption. C'est-à-dire qu'il y a un moment où l'innovation s'effondre et après, il faut qu'elle rebondisse. Alors, soit elle s'effondre et meurt. C'est une possibilité, ça arrive à certaines innovations, soit elle rebondit et là on atteint le mass market. Si on veut être optimiste, on est peut-être en ce moment en Europe sur justement ce gouffre de l'adoption. On a eu les early adopters, vous en avez très bien parlé, on en a très bien parlé là pendant une petite heure. Le mass market va arriver, il y a des contraintes, on en a parlé, mais on répond à ces contraintes avec le réseau, avec des véhicules moins chers qui vont arriver, avec l'occasion, donc tous les premiers véhicules des early adopters qui sont à revendre en occasion. Et donc il y a une véritable possibilité de développer ça. Il faut effectivement passer ce gouffre, ça arrive à toutes les innovations, et on est peut-être dedans, enfin. Et si je dis enfin, c'est parce que c'est une bonne nouvelle, parce que la phase d'après le gouffre, c'est le mass market, c'est le grand public. Très bien, messieurs, merci. Voilà, j'espère que nous avons fait le tour de la question sur les soubresauts actuels du marché de la voiture électrique et que vous, les auditeurs, cela vous aidera à y voir un peu plus clair. Merci beaucoup, à bientôt. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, mais l'actualité de la voiture électrique ne s'arrête jamais. Retrouvez-la heure par heure sur automobilepropre.com. Pensez bien à vous abonner via votre plateforme préférée afin de ne rater aucun épisode. Et n'oubliez pas de noter le podcast sur les plateformes, c'est le meilleur moyen de nous soutenir et de nous faire connaître. N'hésitez pas également à nous faire vos retours, remarques, questions, suggestions à l'adresse podcast@automobilepropre.com. Quant à nous, nous vous disons à la semaine prochaine pour un nouveau numéro du podcast. Salut!